Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va continuer notre revue des plus grosses capitalisations européennes. On va continuer avec la tranche, donc le top 20, on va dire, de l'ETF iShares Europe ETF, donc c'est IEV, le ticker. On limite nos critères à à une market cap de 129 milliards jusqu'à 195 milliards pour obtenir 10 entreprises. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et on y va pour la revue des entreprises. On va uniquement enlever le prix ici qui ne nous intéresse pas. Comme toujours, les critères de cette revue. Alors, on trie les entreprises par taille de capitalisation boursière. On a indicateur de cherté d'entreprise par rapport à la valeur d'entreprise sur EBITDA ou par rapport au bénéfice, via le cours prix sur bénéfice. On a la rentabilité de l'entreprise en termes de rendement des capitaux investis, qui est une rentabilité plutôt opérationnelle, et rendement des fonds propres, qui est plutôt une rentabilité financière. On a l'endettement de l'entreprise en termes de dette nette sur EBITDA, le rendement du dividende, la sécurité de ce dividende via le payout ratio et la comparaison free cash flow par rapport au bénéfice net qui nous donne une meilleure idée de la sécurité de ce dividende. Et on a également la croissance de l'entreprise en rythme annualisé sur 5 ans. Et on y va avec cette revue. On commence avec Shell Public Limited Company, qui est une entreprise pétrolière qui est cotée, qui est britannique, qui était néerlandaise et qui maintenant est exclusivement britannique. Si je ne me trompe pas, on est sur une market cap de 200 milliards de dollars US. Une entreprise qui est raisonnablement valorisée, même pas très chèrement valorisée, à 4 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, un price earning de 13,1, donc ça c'est un peu élevé par rapport au secteur pétrolier. Un rendement des capitaux investis à 8%, ce qui est pas mal pour le secteur, et un rendement des fonds propres à 9%, donc rentabilité plutôt convenable. Pas trop de dettes au bilan, c'est normal, on est sur un secteur mature, comme on peut le voir ici, il n'y a pas beaucoup de croissance, mais attention, on est sur quand même un secteur qui va dépendre du prix de la matière première. Ce qu'il faut regarder, c'est pas la croissance du chiffre d'affaires, la variation du chiffre d'affaires, il faut regarder la variation du volume, savoir est-ce que la production est en augmentation ou pas. Quoi qu'il en soit, même si les volumes sont en augmentation, c'est pas des fortes augmentations, puisqu'on est sur un secteur quand même qui est très mature, et on peut le voir ici sur la forte génération de free cash flow, on génère 2 fois plus de free cash flow que le bénéfice net. D'où est-ce que ça vient? Mais ça vient en fait de la baisse des dépenses en capital, puisque comme il n'y a plus de croissance, eh bien on a moins besoin d'investir dans l'appareil productif, et ça nous dégage des free cash flow qu'on peut utiliser pour rémunérer l'actionnaire par exemple, ou se désendetter. Ou alors des cash flows opérationnels qu'on peut utiliser pour faire des acquisitions. Alors pour Shell, on est sur un dividende qui est quand même intéressant, à 5,5%, on est sur un payout ratio de 50% à peu près, mais en réalité il est à 25% parce que les free cash flow sont bien plus élevés que les bénéfices nets. Donc Shell, ça peut être intéressant pour un rentier. L'Oréal, le leader mondial des cosmétiques, on est sur une market cap de 195 milliards de dollars US, une valeur d'entreprise sur EBITDA de 19 et un PER de 29,5. Donc c'est quand même un peu cher, L'Oréal. Je pense qu'il y avait un meilleur timing qu'actuellement pour rentrer sur le dossier. Là c'est un peu maintenant on a bien récupéré. Donc ce qu'on voit c'est qu'en fait on paye une entreprise de très bonne qualité, parce qu'on a une croissance qui est convenable, à 8% de rendement de croissance annualisée sur 5 ans, c'est tout à fait honorable, avec une rentabilité qui est assez forte, 15%, 14,5% en termes de rendement des capitaux investis, 20% en termes de rendement des fonds propres. Donc là on est sur une entreprise qui a une croissance convenable et une très bonne rentabilité. Il n'y a pas beaucoup de dettes au bilan, c'est normal puisqu'on est très rentable, et on a un rendement du dividende qui est à 2%, qui est bien sécurisé, qui est proche, le payout ratio est proche de 50%, en free cash flow on est même un peu plus bas que ça. Donc on a un dossier plutôt ici orienté qualité, qui se paye un peu cher. Du coup le rendement du dividende est convenable à 2%, mais c'est pas fantastique. Maintenant comme on a un peu de croissance, les free cash flow vont continuer à augmenter, et donc le dividende également. Donc si vous êtes un investisseur de long terme sur L'Oréal, si vous êtes un investisseur qualité, je pense que c'est toujours un bon prix. Moi, je le rappelle, je suis pas un investisseur ni croissance ni qualité, donc c'est pas le genre de dossier que je vais regarder. Ensuite, on continue avec Siemens, le leader allemand de l'industrie, donc c'est un conglomérat industriel. On est sur 180 milliards de market cap, une valeur d'entreprise de 17, un price earning de 24. Donc on est, on va dire quand même, on est un peu chèrement valorisé, surtout vu le secteur d'activité. Rentabilité plutôt médiocre, vraiment des capitaux investis, on a 6. C'est pas fantastique, mais en termes financiers, un rendement des fonds propres, on a 14, donc il doit y avoir un peu de dette, et oui c'est ça, on a 3,2 fois la dette nette sur EBITDA, c'est un peu trop quand même, donc là le dossier me semble un peu dangereux quand même à cause de la dette.
Un rendement du dividende à 2,4%, qui est bien sécurisé, parce que le payout ratio est à 40%, mais les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, donc ce payout ratio est en réalité plus faible que cela. Il y a un peu de croissance, je pense que c'est plutôt de la croissance par acquisition à confirmer. Il doit y avoir un mix de croissance organique et de croissance externe sur le dossier. Je pense qu'il est trop endetté, ce dossier, donc il vaut mieux le mettre à l'écart. Deutsche Telekom, le leader allemand des télécommunications, qui a également une filiale aux États-Unis, je crois que c'est T-Mobile, aux États-Unis, une market cap de 176 milliards de dollars US, une valeur d'entreprise sur EBITDA de 7,2 et un price earning de 15. On est sur des multiples qui sont, on va dire modérés, pas trop élevés. C'est normal, c'est un secteur qui est mature. Pourtant, on a un peu de croissance, hein. On a 7,4% de croissance en rendement annuel, en croissance annualisée sur 5 ans. Est-ce qu'il y a la croissance organique et par acquisition? Je ne sais pas, à regarder. On est quand même sur un secteur mature, hein, donc on voit que les free cash flow sont beaucoup plus élevés que les bénéfices nets, hein, donc c'est ça les secteurs matures. C'est-à-dire qu'on dégage beaucoup de free cash flow, on n'a pas forcément besoin de réinvestir beaucoup en capex, donc ça fait monter les free cash flow. L'endettement peut vous paraître élevé, à 4%. Mais on est sur un secteur qui a une forte visibilité sur les cash flows, les opérateurs télécoms. Donc quand même 4 fois dette nette sur EBITDA, c'est un peu élevé même pour le secteur. Hein. Moi, sur le secteur, moi je serais prêt à payer 3 fois dette nette sur EBITDA, mais 4 fois c'est quand même un peu lourd. On a pourtant une bonne rentabilité, enfin une rentabilité convenable sur le rendement des capitaux investis à 7,5. On pourrait s'autofinancer. Hein. Normalement, on peut autofinancer la croissance, surtout quand on a un rendement des fonds propres à 19%. Donc ça, c'est pas mal. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de dette? À mon avis, c'est qu'on a fait une acquisition récemment qui a boosté la croissance, et donc du coup, ça a fait monter la dette. À confirmer. Hein. Rendement du dividende qui est un peu faible pour le coup, à 2,6%. Pour les télécoms, il y a mieux comme rendement du dividende. Maintenant, il est très bien couvert, hein, ce dividende, avec des free cash flow qui sont 3 fois plus élevés que les bénéfices nets. Donc on se trouve en fait plutôt à 15-20% de payout ratio par rapport au free cash flow. Bon, Deutsche Telekom plutôt à l'écart à cause de la dette. Peut-être je réviserai mon jugement si je me rends compte qu'il y a une erreur dans cette dette. Peut-être qu'elle peut inclure des loyers, mais ça m'étonnerait. Hein. Les télécoms, je suis pas sûr qu'ils aient beaucoup d'immobilier, de location, etc. Donc à vérifier. Industria de Diseño Textil. On est sur Inditex, le géant mondial et espagnol de la fast fashion. On est sur une market cap de 168 milliards de dollars US. L'entreprise sur EBITDA de 14,5 et un price earning de 27. On a une croissance moyenne à mettre en face de ces multiples, 6,5 de croissance en organique, je pense, hein, sur un rythme annualisé sur 5 ans. Donc je pense que c'est que de l'organique, hein, chez Inditex, plus connu sous le nom de Zara, évidemment. Alors il n'y a pas les valeurs de rendement des fonds propres, mais par contre on a la valeur donc ça c'est un bug de Coefin, hein, souvent ils ne mettent pas. Bon, rendement des capitaux investis à 30%, ça c'est exceptionnel, hein, ce niveau de rendement. Ça peut expliquer aussi cette cherté des multiples, cette cherté relative des multiples, un price earning de 27 sur Inditex. Je pense que c'est pour payer la qualité du dossier, hein, la forte rentabilité, donc je pense pas que ça soit très cher non plus. On a un rendement du dividende à 3%, dommage que là j'ai pas les infos. Bon, je pense que ce rendement du dividende est tout à fait soutenable. C'est plutôt une boîte qui fait de la croissance et qui paye pas énormément de bénéfices nets en dividende, donc à vérifier de votre côté. Pour moi, Inditex c'est quand même un dossier qualité assez intéressant. Unilever, Public Limited Company. Donc on est sur une boîte de la consommation staples, comme on dit, donc non discrétionnaire. On est sur un secteur qui est très mature, hein, 3,2% de croissance, un rythme annualisé sur 5 ans, market cap de 142 milliards, c'est quand même un titan. On est sur des valorisations qui sont relativement douces. Bon, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de croissance, hein. Pourtant la rentabilité est là, hein. Donc on a 12,5 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA sur les 12 derniers mois, 24 fois en termes de PE les 12 derniers mois, un rendement des capitaux investis à 15%. Franchement, face à la croissance qui est en face, ça permet de dégager des free cash flow qui sont intéressants, hein. Et un rendement des fonds propres aussi très élevé à 29,5%. Donc alors il y a un peu de dette. Pourquoi il y a de la dette avec ce niveau de rentabilité et ce peu de croissance? À voir, ça doit être des acquisitions ou alors ça doit être de l'optimisation financière. Donc à regarder de votre côté. Un rendement du dividende à 3,3%, c'est ce qui est tout à fait intéressant. Le payout ratio est à 75%, mais les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets, donc je pense qu'on est quand même plus proche des 50% en termes de payout ratio pour le dividende. Donc voilà, Unilever ça va être vraiment défensif et dividende, quoi. Ça va pas être grand chose de plus puisque la croissance est un peu faible. Il y a une bonne rentabilité, donc ça nous donne des free cash flow qu'on touche sous forme de dividendes et éventuellement de rachat d'actions. À regarder s'il y a des rachats d'actions. Schneider Electric, donc là on est sur
l'électrification, les data centers, l'IA indirectement, donc excellent. On a une croissance qui est quand même moyennement élevée à 7%, ça c'est pas mal. Le market cap de 136 milliards de dollars US, donc c'est quand même une bonne boîte, hein. Une valorisation qui est relativement élevée quand même, hein, à 18,2 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA et 31 fois le price earning, mais bon, comme il y a un peu de croissance, c'est peut-être pas si élevé que ça. La rentabilité est tout à fait bonne, hein, enfin elle est bonne, à 10,4 fois le rendement des capitaux investis et 15% en termes de rendement des fonds propres, donc ça c'est pas mal. Une dette qui est pas trop lourde, 1,2 fois la dette nette sur EBITDA. Un rendement du dividende qui est un peu faible, mais c'est normal, on est sur une boîte qui a besoin de faire des capex pour financer la croissance, qui va à mon avis accélérer en plus la croissance. Donc là-dessus, je pense qu'on est plutôt sur Schneider Electric, sur une boîte de croissance, plus que sur une boîte, on va dire quality ou une boîte dividende, quoi. Voilà, si vous êtes sur plutôt un dossier dividende croissant, si vous aimez ce type de stratégie, ce qui est pas mon cas, mais voilà, on est plutôt sur une boîte croissance et c'est un bon petit dossier à ce niveau-là, Schneider. Il faut regarder les prévisions des analystes pour voir si c'est cher, parce que sur les 12 derniers mois, 31 fois, ça peut paraître un peu cher, mais maintenant si on a une croissance assez forte, c'est pas si cher que ça. Essilor, le géant mondial de l'optique, 135 milliards de dollars de market cap, une valeur d'entreprise sur EBITDA de 21,5 et un price earning de 56. Ce dossier, j'ai vraiment du mal à le comprendre. Le rendement des capitaux investis est faible à 5% et le rendement des fonds propres est faible à 6%. Alors qu'il y a une bonne croissance, hein, il y a 9% de croissance en face, et ça veut dire qu'on va devoir faire monter la dette pour pouvoir pour financer cette croissance, parce que là, on n'est pas assez rentable pour l'auto-financer. Donc, bon, pour l'instant, on n'a pas trop de dette, 1,5 fois la dette nette sur EBITDA. Il y a un petit dividende, mais ce dividende, le rendement, il est à 1,4%, c'est pas très intéressant. Et à ce niveau-là, parce qu'en fait, l'entreprise est chère, elle se paye cher, c'est pas du tout une boîte sur laquelle il faudrait investir à 1,4% de rendement. Il faudrait au moins exiger le double, il faudrait au moins avoir 3% pour que Essilor soit intéressant, parce que c'est une société mature, donc là il doit y avoir en plus il y a de la croissance externe, là ça inclut, je pense, sur les 5 ans de croissance, ça inclut la fusion avec Luxottica, qui fait que, bon, on a une croissance, mais en organique, on est beaucoup plus faible que ça, je pense que ça croît au rythme du PIB, genre 3%, quoi, quelque chose comme ça. Le payout ratio est pas très élevé, il est moins élevé d'ailleurs que ce qui est indiqué ici, puisque les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. Et si alors, je pense que c'est pas intéressant. Sanofi, moi, je suis à l'écart du secteur pharmaceutique, mais si c'est pas votre cas, ça peut être intéressant, on va voir pourquoi. On a une market cap de 135 milliards de dollars US, une valeur d'entreprise sur EBITDA de 12 quasiment, donc c'est moyennement cher. Un PER de 24, c'est bon, pareil, c'est moyennement cher. Un bon rendement des capitaux investis à 9%, ça c'est pas mal. Un rendement des fonds propres un peu faiblard à 7% par contre. Une dette nette sur EBITDA de 1,1 fois EBITDA, donc c'est pas endetté comme dossier, ça c'est bien. Un rendement du dividende qui peut être intéressant pour quelqu'un qui cherche une rente, qui est bien sécurisé, non, pas vraiment. Donc là, le rendement du dividende est intéressant, mais en fait, il pompe trop une part trop importante des bénéfices. Alors un petit peu moins en termes de free cash flow, mais on se trouve quand même, je pense, à 75% des free cash flow. Donc méfiance sur Sanofi. En plus, il n'y a pas de croissance, hein, il faut que de la croissance externe, hein, Sanofi. Donc pour moi, c'est pas un dossier qualitatif. Et bon, les multiples sont pas si élevés que ça pour la Big Pharma, mais c'est à cause de la qualité du dossier qui est pas fantastique. Airbus, on est dans la thématique aérospatiale et surtout défense. Market cap de 135 milliards, valeur d'entreprise sur EBITDA de 17, un price earning de 31. Donc c'est un peu cher payé, il n'y a pas de croissance à mettre en face, mais le marché anticipe la forte croissance liée au budget militaire en augmentation en Europe. Donc c'est pour ça qu'on se paye aussi cher, hein, même s'il n'y a pas de croissance sur les 5 dernières années. Rendement des capitaux investis, tout à fait correct, tout même bonne, hein, à 10%. En termes de rendement des fonds propres, on a 22%, donc ça c'est très bon. Il n'y a pas de dette chez Airbus, on est en cash net, ça c'est excellent. Solide bilan. Un rendement du dividende qui a 1,8%, ce qui est un peu faiblard, et c'est à cause de la cherté de l'action, hein. C'est pour ça que c'est aussi le rendement du dividende est aussi faible. Le payout ratio est tout à fait bon, à 52%, donc ce dividende est sécurisé. Toutefois, attention, les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets, donc on se trouve à mon avis plus proche des 60%, ce qui est pas dangereux pour le niveau du dividende. Donc voilà pour cette revue du top 20 Europe. Alors ma sélection dans ce top 20, on va prendre donc si vous êtes un rentier, Shell, très bien, ça vous verse un dividende qui est sécurisé, ils font du rachat d'actions. Pas de problème, vous prenez du Shell, vous êtes pépère, vous touchez vos 5% de dividendes par an. En plus, je crois qu'ils font du dividende trimestriel. Si vous n'êtes pas un investisseur dividende, je pense que sur un thème plus qualité et plus voilà, entre qualité et croissance, on prendra du L'Oréal, c'est pas mal.
C'est un peu cher, mais c'est pourquoi pas, c'est pas mal. On peut prendre du Zara, du Inditex, c'est pas mal, oui. Et on peut prendre du Schneider, mais c'est un peu cher. Donc, moi, je resterai sur ces trois-là. Tout profil confondu, Shell, L'Oréal et Zara, Inditex. J'espère que cette revue vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.